Est-ce qu'un Jean-Pierre Elkabbach, ça s'arrête un jour? À la mort. La longévité, pourquoi le critiquer? Si on a, il me semble, la jeunesse d'esprit, la curiosité, la combativité, même que beaucoup de jeunes n'ont pas ou non plus, pour faire le métier. Et puis je déciderai bien d'arrêter le moment venu, quand je sentirai moi que le moment est venu. Mais je repense tardivement à ce que disait le général de Gaulle dans une conférence de presse, tout modestement. Il dit « Rassurez-vous, je finirai bien par mourir ». Et j'ajoute, je ne suis pas pressé. Jean-Pierre Elkabbach, c'était le 21 février 2013 et ce n'est pas, hélas, seulement la mort qui a arrêté le professionnel qu'il était, c'est aussi la maladie qui l'a écarté, hélas, des micros ces derniers mois. On va parler de Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour qui chaque matin est sur cette antenne et qui est dans, j'ai envie de dire, dans la tradition de Jean-Pierre Elkabbach, avec des interviews très ciblées, très ciselées, très écrites et qui demandent sans doute beaucoup de travail parce que plus c'est court, plus ça demande du travail. C'est exactement ça, c'est le défi. Merci d'être avec nous Sonia. Et puis Catherine Ney qui est là aussi, bonjour. Gérard Carrero, bonjour. Bonjour. Qui sont des compagnons de route de Jean-Pierre à Europe 1 à partir des années 82, parce que Jean-Pierre n'était pas à Europe 1 dans les années 70 au moment où Europe 1 était sans doute au plus haut d'ailleurs. Oui. C'était dans les années 70 et puis il est revenu et on racontera cette histoire avec Découverte, une émission qu'il avait créée, très novatrice d'ailleurs, en 1982. Alors, bien sûr, on va échanger ensemble. Les auditeurs vont pouvoir donner également ou même vous interroger. Simplement, je voudrais qu'on écoute une autre archive de Jean-Pierre Elkabbach qui parle de lui. Moi qui suis plutôt extrêmement ambitieux pour ma vie et dans mon métier, rigoureux, sérieux, à la limite de l'austérité, et aussi humble. Vous avez fait de moi le contraire, l'arrogant qui ne veut que le pouvoir, mais je me fous du pouvoir. Je me fous du pouvoir depuis tellement d'années. Et ça m'intéresse de voir la mécanique du pouvoir, le fonctionnement du pouvoir et la lutte pour l'obtenir ici ou là dans les entreprises, dans l'audiovisuel. J'ai vu tellement de types monter, redescendre. Vous savez, comme la fusée Challenger qui monte et qui s'écroule. Bon, Jean-Pierre Elkabbach, j'ai envie de dire tel qu'en lui-même, est-ce que lorsqu'il dit humble, lorsqu'il dit « je me fiche du pouvoir », est-ce que c'est un portrait que vous accréditez, Catherine Ney ? Quand il dit je me fiche du pouvoir, ça dépend de quel pouvoir on parle. Si c'est exercer le pouvoir et de passer de l'autre côté de la vitre et devenir, je sais pas, faire de la politique, ça c'est sûr que c'est pas ce pouvoir-là. Son pouvoir à lui, il était un pouvoir d'influence, un pouvoir de conviction, de faire venir à lui les plus grands quand même. Ça, ce pouvoir, il faut avoir un grand pouvoir de séduction, de persuasion et aussi y mettre vraiment le... Il pouvait y passer des jours et des heures, il ne le lâchait pas. Moi, je me souviens quand il a eu le projet d'interviewer Poutine, on avait été déjeuner à l'ambassade de Russie avec l'ambassadeur qui était à l'époque M. Orlov. Voilà, et c'était à une période où la Russie trouvait qu'elle n'avait pas assez elle avait du mal à joindre l'Élysée. C'était au début de François Hollande et je crois que Jean-Pierre il a été un peu un go-between entre François Hollande et l'ambassadeur de Russie qui ne connaissait toujours pas le président. Il n'avait pas été... Voilà. Donc, il a facilité cette chose-là, vous voyez. Donc, alors, aimer le pouvoir, non, mais s'approcher des grands qui exercent les pouvoirs pour obtenir des informations, ben oui, il avait... Mais il n'y avait pas d'arrogance lorsqu'il mais pas dit... du tout. Non, mais pas du tout. Manifestement, quelqu'un avait dressé un portrait de lui avec le mot arrogance, et il le regrette, et je pense qu'il a raison, il n'y avait pas d'arrogance chez lui. Il y avait une pugnacité, une détermination. Voilà, moi je dis une gourmandise insatiable. Voilà. Et une forme aussi de... Sonia Mabrouk. De fascination, mais saine, je pense, par rapport au pouvoir politique. Pas du tout l'envie d'épouser, pas du tout, me semble-t-il, un parcours ni une carrière politique, mais une fascination par rapport à ceux qui font ou défont l'histoire. Moi j'ai le souvenir, alors toi Catherine, tu as le souvenir de ce voyage en Russie. Moi j'ai le souvenir d'un voyage en Tunisie
où nous devions préparer aussi un entretien, où il avait noué des relations extrêmement fortes avec l'ancien président Béji Caïd Essebsi. Et ce qui m'avait frappé, je connais un peu ce pays, il arrivait comme chez lui. C'est-à-dire il avait une capacité presque à parler d'égal à égal avec malgré tout les grands de ce monde, les leaders, comme s'il était lui-même un leader. Donc je pense qu'il y a une forme de fascination et qu'il habitait quand même le pouvoir. Il n'avait pas besoin de sa conquête parce que c'était en lui. Il estimait qu'il était aussi un leader à sa manière, mais de l'autre côté, toujours à sa place d'intervieweur. Alors, je précise que le premier document que nous avons entendu était extrait de Déclic et des claques, puisque c'est Guy Birenbaum qui nous écoute manifestement et qui, avec un certain humour, vient de dire « Je viens d'entendre ma voix sur Europe 1 interviewant Jean-Pierre Elkabbach le 21 février 2013 dans Déclic et des claques. Je n'aurais jamais pensé faire l'ouverture de l'émission de Pascal Pro. » Eh bien, s'il nous écoute, Tout arrive. on le salue, mais il ne faut jamais avoir de préjugés. Exactement. Et c'est une des leçons de Jean-Pierre Elkabbach. Mais c'est vrai, Gérard aussi, vous qui l'avez croisé, puis après on va écouter des auditeurs. Il incarne une histoire française en ce sens que cette génération, j'ai envie de dire, était obsédée par le travail, comme s'il n'y avait dans la vie que l'univers professionnel. Oui, c'est-à-dire que c'était un vrai journaliste, alors j'ai envie de dire à l'ancienne. Un journaliste à l'ancienne, c'était quelqu'un qui ne voyait pas passer les semaines, les week-ends n'existaient pas dans notre métier dans les années 70. Moi, je me souviens, il y a eu un moment donné, il y avait un syndicat, je crois que c'était la CFTC ou CFDT, qui voulait que les journalistes aient 2 jours de congé. À l'époque, ils en avaient un par semaine. Mais c'était vrai pour tous les Français, hein. On travaillait du lundi au samedi. Oui, non, mais je veux souvent. dire, déjà partout, tout le monde avait déjà des week-ends, mais les journalistes, ils travaillaient 6 jours par semaine. Et on ne ressentait pas ça, on était des jeunes journalistes à l'époque, on ne ressentait pas ça comme une contrainte. On trouvait ça, c'était formidable, c'était une chance de plus, éventuellement, de faire des choses extraordinaires. Et pour le reste, ce qu'a dit Sonia est extrêmement juste, à être peu à peu l'égal, si vous voulez, médiatique des grands, des Mitterrand, Marchais, Chirac et compagnie, et Roi du Maroc et tous les autres, il finissait par... C'était ça son pouvoir à lui. Oui. C'était d'être... Moi, je l'ai vu... Alors, il était Monsieur Elkabbach. Voilà, Monsieur Elkabbach. Il arrivait dans un restaurant... Tout le monde, voilà. Il était Monsieur Elkabbach. Il y avait une dimension star chez Jean-Pierre qu'il aimait. Qu'il aimait, bien évidemment, et il demandait sans doute des égards qu'il jugeait absolument naturels. Mais quand il était au Maroc, il était à la Mamounia, on venait le chercher dans la voiture royale pour aller faire l'interview du roi. Il était quasiment... Les ministres, c'était l'époque où les ministres marocains couraient derrière le roi pour lui embrasser la main. Et Elkabbach était à côté du roi et marchait. Donc c'était quelque part le roi Elkabbach à côté du roi du Maroc et à côté de beaucoup d'autres. On va marquer une pause, mais c'est vrai que sa curiosité, son énergie, sa détermination, son sens de l'info, son carnet d'adresses et tant de choses qui l'habitaient en font la référence numéro 1 en matière de journalisme. Si quelqu'un en France incarne ce métier, c'est bien lui. On parlera de cet enthousiasme et on pourra tous témoigner. Sonia, vous qui êtes c'est le téléphone de Monsieur Carrérou qui appelle. Oui, je tiens à dire que je fais régulièrement des émissions avec Monsieur Carrérou, que ce soit à la télévision ou à la radio, mais manifestement. D'abord, je tiens à dire aux auditeurs que le téléphone que vous avez, je pense qu'il ne se vend plus depuis au moins 20 ans. Si, il date de l'année dernière, mais ce n'est pas un iPhone. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas un smartphone, alors. Vous n'êtes pas en train de l'éteindre, alors c'est la première génération. Ça prouve qu'on peut vivre encore en France mais pourquoi sans avoir des smartphones, par exemple? Parce que je ne veux pas être embêté tout le temps et que le téléphone, pour moi, c'est pour téléphoner, c'est pas pour faire autre chose. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, vous êtes le seul dont le téléphone sonne régulièrement dans les studios. Vous voulez tout savoir, c'est Charles Villeneuve qui m'appelle, évidemment pour me parler d'Elkabbach. Mais il sait pas qu'on est à l'antenne il n'a pas dû se rendre compte. Écoutez, alors, ça c'est dommage. On va marquer une pause, il est 11h11 et on est avec la famille d'Europe 1. Catherine, Gérard, évidemment Jean-Pierre. À tout de suite. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, Monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas je vous reconnais bien là, dans la provocation. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Roi Soleil. Bonsoir, Président Poutine. Bonsoir.
Président Clinton, bonjour. Simone Veil, bonjour. Merci d'être là. Vous voilà officiellement immortel. Nous savions déjà depuis longtemps que vous étiez immortel. Et je vous dis tout de suite bienvenue, Jérôme Cahuzac. Merci, bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le menu est lourd, bonjour. Vous savez, à partir de l'expérience de votre père, Michel Debré, que les cadeaux des courtisans varient selon les fonctions. Est-ce qu'en ce moment, vous recevez des chocolats ou des calissons d'Aix? Mais je n'ai jamais eu de courtisan, moi. Bienvenue, monsieur le silencieux, François Barouin, bonjour. Merci, bonjour. Entre deux avions, bienvenue Laurent Fabius. Bonjour a souvent été caricaturé, imité. Moi-même, lorsque je l'appelais, je m'amusais à lui dire Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Donc ça le faisait marrer. Mais en fait, tout le monde lui parlait comme ça les dernières années. Mais c'était une manière d'entrer fortement, précisément dans l'interview. Oui, mais c'est dire bonjour, d'abord, c'est plutôt recommandé. C'est une formule quand même d'accueil. Bienvenue. Il aimait bien dire aussi bienvenue quelquefois. Bon voilà, mais non, mais c'était quelqu'un qui à la fois se faisait craindre parce qu'il y avait toujours la question piège que redoutaient, y compris ceux qui le recevaient avant, parce que avant de les interviewer, il leur disait en gros ce dont il allait leur parler, sans dire exactement quelle était la question. Donc ils savaient à quoi s'attendre, sauf qu'il pouvait y avoir une surprise qui, pour certains, était quelquefois une mauvaise surprise. Et la surprise, c'était l'obsession de la dépêche AFP. C'est-à-dire qu'une bonne interview était validée s'il y avait une dépêche AFP. Et autrement, l'interview, selon lui, n'existait pas. Alors, je ne sais pas si vous avez, Sonia, la même obsession le matin? Non, ça reste une boussole, c'est pas une obsession, parce que sinon vous poursuivez les journalistes de l'AFP de votre vindicte quand il n'y a pas de dépêche et c'est pas conseillé pour le lendemain, parce que dans ce cas-là, ils ne vous font plus de dépêche. Mais il faut dire quelque chose. Non, mais je pense que là, pourquoi il avait cette obsession de la dépêche? Parce que pour lui, ça allait structurer le reste de la journée. Et donc, il allait nourrir l'actualité. En fait, il voulait faire l'actualité. Il voulait être une sorte d'acteur par l'intermédiaire du responsable politique. Et ça, il faut le dire. Mais ça montre quelque chose de l'intervieweur aussi. C'est qu'il veut faire sortir quelque chose de si important que ça change l'actualité du jour après. C'est quand même notre rôle, Pascal. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'informations, d'événements et de rupture dans une interview, vous pouvez aller vous coucher en vous disant pourquoi je me suis réveillé ce matin. Alors, on va prendre des auditeurs, on va les écouter. On est avec Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour vos invités, bonjour aux auditeurs. Bonjour Monsieur. Mon sentiment sur Monsieur Elkabbach, Madame Ney tout à l'heure, dont je salue également la dimension, comme pour Monsieur Carrérou d'ailleurs, parlait de Monsieur Elkabbach rentrant dans un restaurant. Mais on ne peut pas rester au top comme ça si on n'est pas exigeant avec soi-même. Et je pense qu'il y avait une grosse exigence. Monsieur Hollande le disait aussi tout à l'heure, quand Monsieur Elkabbach vous posait une question, enfin moi il m'a jamais interviewé, j'ai jamais eu cet honneur, puis j'aurais pas eu grand chose à dire, mais quand vous vous faisiez interviewer par Monsieur Elkabbach qui vous posait une question, la réponse il la connaissait d'avance, parce que le sujet avait été fouillé en long, en large et en travers, je pense. Et donc, c'est pas quelqu'un qui se serait plus, pardon de l'expression, à la rubrique des chiens écrasés ou quelque chose comme ça. Et comme je le disais, vous restez au top si vous êtes très exigeant, si vous fouillez. Et c'était quelqu'un qui devait certainement avoir une culture énorme. Et c'est peut-être ce qui actuellement fait défaut dans beaucoup de journalistes. Alors Laurent, c'était pas le genre de journaliste qui vous interviewe et en tant que politique et vous soufflez dessus et il y a rien derrière. Quoi. Laurent, dans ce que vous dites, il y a quelque chose d'intéressant et comme Catherine et Gérard et Sonia le connaissent bien, ça nous permet de parler de la personnalité de Jean-Pierre Elkabbach. Cette exigence, elle se ressemble, on la voit également dans l'aspect physique. C'est quelqu'un qui faisait du sport tous les jours, qui nageait régulièrement et qui m'avait raconté qu'une fois, devant Jean-Marie Le Pen, il avait fait devant lui des pompes pour montrer qu'il était aussi en forme que le président du Front National. Il y a cette dimension-là, presque d'ascète. Oui, puis tous les matins, vous savez, quand vous venez de faire une interview, vous êtes levé tôt, vous avez... Oui, il faut avoir du courage, c'est le moment où on a le moins envie d'aller faire des abdominaux. Alors lui, il disait qu'il en faisait 1500. Moi, je lui ai dit, écoute, tu comptes en anciens francs, je sais pas, là t'exagères un peu, mais c'est vrai qu'il faisait, enfin tous les jours, il y allait. Voilà. Et puis en plus, physique. Voilà, d'où ce physique, mais oui, mais il allait pas n'importe où, c'est-à-dire près d'Europe 1, il allait au Georges V, qui est quand même
un hôtel absolument somptueux. Donc, il avait eu des prix pour la. Et alors là, c'était à une époque où il y avait beaucoup de Saoudiens avec des gardes du corps qui leur racontaient beaucoup de choses. Qui lui racontaient dans la salle de sport en faisant des. Donc, il revenait, c'était aussi une quête d'information. Parce que après, et dans la fin, il disait. Viens me voir. Alors, il me disait qu'il avait eu telle information d'un garde du corps, de telle grande personnalité, des princes saoudiens, de je ne sais qui. Voilà, c'était. Donc, il était toujours en chasse. Voilà. Bon. Sonia Mabrouk. En fait, c'est un marathonien et il disait souvent, il me l'avait dit, attention de ne pas être une étoile filante dans ce métier. Et c'est très important. Enfin, je l'ai retenu sur l'interview politique, qui est un exercice quand même très particulier. Tout à l'heure, je parlais sur l'antenne de CNews d'une forme de solitude. Parce que vous réussissez au sens où une interview se passe bien, mais vraiment bien. Vous obtenez une information. On vous dit bravo, c'est très bien, etc. Ça dure un court moment. Mais pardonnez-moi, vous échouez au sens où il y a parfois, peut-être, il peut arriver une maladresse, une incompréhension. Et là, vous recevez des tonneaux, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est, alors là, puissance 1000, 10 000, des tonneaux d'ordures, d'injures, parfois même d'insultes. Il était très sensible à ça. Donc, je pense que cette activité physique, parfois vraiment très forte, il la faisait aussi pour que l'esprit reste vif, pour qu'il n'y ait pas justement ce moment de faiblesse où on peut vous saisir. Et ne pas oublier que si vous êtes sur un piédestal, parce que monsieur, notre auditeur, disait oui, mais c'est tous les jours qu'on remet le titre en jeu. Et il remettait son titre en jeu tous les jours. Enfin, il n'était pas suivi. Enfin, les réseaux sociaux n'avaient pas leur importance, l'importance qu'ils ont aujourd'hui à son époque. Il était quand même plus tranquille. Très sensible au regard des autres, mais qui ne l'est pas dans notre métier, bien sûr, parce que nous parlons pour les auditeurs ou pour les téléspectateurs, donc nous sommes sensibles forcément à ce qu'ils pensent. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Je vous en prie. Vous Bonne êtes journée. Artisan, je reconnais votre voix. Parce que, je reconnais votre voix. Vous trouvez. Bien sûr, et vous êtes assez ferme, je crois, dans l'éducation des enfants. Nous avions échangé parfois sur ces sujets-là. Il faut de la fermeté pour avoir de la stabilité plus tard. Eh ben... on revient sur le même sujet. Merci. Il est 11h22. Je n'ai même pas salué notre petite équipe aujourd'hui avec DJ Fab. Bonjour Fabrice Pascal. Lafitte. Est-ce que vous étiez au concert hier soir de Michel Sardou? Malheureusement, non. Ça faisait un peu loin pour revenir pour ce matin. Mais Rouen, c'est à 100 km. C'est la grande banlieue parisienne, Rouen. Bon. Vous savez, je me couche tôt. Je suis un esthète. Comme le commandant, le célèbre. Exactement. Moi, j'aimerais bien y aller à un concert de Michel Sardou. Mais écoutez, on ira ensemble. D'accord. On vous emmènera avec Catherine. Exactement, avec Catherine, mon amoureuse, et on vous emmènera ensemble au concert. Et avec nous tous en régie, Pascal? Non, on ne souhaite pas que vous soyez présents, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas avoir 50 places. Ça m'aurait étonné. Vous reconnaissez la voix de celui qui est identifiable entre tous. C'est bonjour à tous. Monsieur Olivier Guénec, dit Monsieur Boubouk. Exactement, bonjour. Qui fait le lien avec les réseaux sociaux. Gérard Carrero, vous connaissez Monsieur Boubouk? Non. Ça n'existait pas. Un Monsieur Boubouk dans les années 80 à Europe 1. Non, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. D'ailleurs, on vivait très bien sans. Hein. Oui, je suis d'accord. J'ai bien vu que vous-même, vous avez Monsieur Carrero n'en a peut-être pas sur son téléphone. Bon, je ne pense pas. Monsieur Boubouk, je vous en prie. D'abord, il y a des légendes dans ce studio. Pardon. D'abord, c'est le studio légendaire. On est dans le studio Jean-Luc Lagardère. Mais il y a des légendes. Catherine Ney, Gérard Carrero et des légendes plus jeunes. Et Sonia. Et Sonia. Mais donc, soyez respectueux, s'il vous plaît. Excusez-moi, Pascal. Bon, on marque une pause ?